Le projet de José et de Thomas, c'est de trouver le bon équilibre entre, d'une part, les doctrines d'un auteur apparemment sans œuvre et les deux notions qui sont au centre de la discussion de cette table ronde, l'hérésie et l'avéroïsme. Si les termes hérésie ou hérétique sont utilisés à plusieurs reprises par Alvar à propos de Thomas Scott, celui-ci est nommé avéroïste seulement par les historiens du XXe siècle. Il est difficile de trouver beaucoup d'auteurs considérés à la fois avéroïstes et hérétiques. L'exemple le plus célèbre est Sigurd de Brabant, celui auquel nous pensons en premier lieu lorsque nous parlons d'avéroïsme latin. Il a été appelé devant l'inquisiteur de France, Simon Duval, le 23 novembre 1276, et dans la lettre qui demande sa présence devant le tribunal, Simon Duval précise que Sicher, ensemble avec Bernier de Nivelles et Gosselin de la Chapelle, sont suspects d'avoir propagé des hérésies dans le royaume de France. Ils doivent comparaître à Saint-Quentin le 18 janvier 1277 et le 7 mars de la même année, l'évêque Tempier, avec 16 autres théologiens, publie les très célèbres 219 propositions qu'aucun maître à la faculté des arts ne pouvait plus enseigner sans encourir une punition sévère. Nous ne savons malheureusement rien de plus sur cet événement concernant Sicher et l'inquisiteur de France parce que la liste des hérésies supposées ainsi que le témoignage des discussions entre les deux sont aujourd'hui perdus. L'autre avéroïste accusé d'hérésie est Antoine de Parme, un contemporain de Thomas Scott. Antoine de Parme est mentionné en tant que conseiller et médecin du seigneur de Milan, Matteo Visconti, dans les actes des célèbres procès du pape Jean XXII, le même pape, contre les chefs de la Ligue gibelline. Le procès dans lequel est mentionné aussi Dante se termine par l'accusation d'hérésie que le pape Jean XXII jette sur Matteo Visconti, Cardinal de la Scala et Antoine de Parme. Les textes de ces derniers sont inédits, mais on peut prouver qu'ils étaient fortement influencés par Averroès. Sicher et Antoine sont donc les auteurs qui, d'une part, ont ouvertement embrassé les thèses d'Averroès, notamment la fameuse théorie de l'unicité de l'intellect, et d'autre part, ont été accusés d'hérésie par les autorités religieuses de leur temps. Est-ce que Thomas Scott vient compléter une triade des scélérats? L'hypothèse est séduisante et rend le projet de José et de Thomas particulièrement intéressant. Il est évident que le personnage décrit par Alvar est un hérétique, mais est-ce qu'il est avéroïste? Il n'est jamais explicitement nommé avéroïste par Alvar, pourtant le mot était d'usage. Le contemporain Raymond de Lul, dans la même région, s'en sert à plusieurs reprises. Averroès n'est pas non plus mentionné par Alvar comme étant une autorité qui aurait inspiré Thomas. Pourtant, le nom de cet inquiétant musulman qui a fait trembler l'Europe, comme nous a prouvé Jean-Baptiste, n'aurait pas été de trop sous la plume d'un évêque cherchant à rendre son adversaire particulièrement odieux. Malgré un tel silence pour les moins curieux, Thomas est considéré avéroïste par les historiens en raison des doctrines décrites par Alvar, dont celle de la mortalité de l'âme et de la négation de la résurrection à la fin des temps, ce qui rappelle plus la doctrine des épicuriens avéroïstes tels Cavalcanti, décrite par Dante et dont Falzone nous a parlé aujourd'hui. Donc ça rappelle plus cette doctrine un peu bizarre que ce que nous appelons aujourd'hui l'avéroïsme ou les suivants, les sectatores avéroïs, n'est-ce pas? Est-ce que les deux autres théories mentionnées par Alvar, l'éternité du monde et l'éloge démesuré d'Aristote, sont suffisantes pour déclarer un auteur avéroïste? Une réponse possible serait par analogie avec Boèce de Dacie, qui, pour exactement la même thèse, a été déclaré avéroïste par les historiens. Alors, je sais que la comparaison avec Boèce de Dacie est quelque peu artificielle parce que l'œuvre du premier est en grande partie éditée, alors que l'œuvre de Thomas Scott est encore inconnue. Or, elle apparaît en marge de quelques éléments historiques auxquels nous, les trois, donnons des interprétations différentes. En les reprenant ici brièvement, je présente mes doutes et mes questions, mais les vrais spécialistes sont ici et ils sauront les clarifier. L'un de ces éléments historiques
est discuté par Patrick Nold dans un article paru en 2007 et repris par Sylvain Piron dans un travail accompli en 2010. Les deux présentent le cas intéressant, à mon avis, mais insuffisamment exploité, de Thomas de Brownceston, un ancien franciscain de la région de Leicester en Angleterre. Nold identifie assez rapidement Thomas de Brownceston avec Thomas de Browdenstone, le dernier étant prêtre dans la diocèse de Lincoln vers 1372, alors que le premier est mentionné dans la célèbre Appellatio in forma maiore du 13 septembre 1328 de Michel de Cézanne, général de l'ordre franciscain en conflit ouvert avec le pape Jean XXII au sujet de la pauvreté du Christ et de la refondation de l'ordre selon les mouvements des Fraticelli. Dans l'Appellatio, Michel de Cézanne mentionne que Jean XXII aurait accepté de recevoir à la curie papale d'Avignon des anciens franciscains ainsi que des hérétiques parce qu'ils étaient de son côté dans les conflits contre les Fraticelli. Parmi ceux-ci, Thomas de Brownceston, un Anglais qui, en raison de ses hérésies, a été obligé de quitter l'habit franciscain après avoir été emprisonné en Angleterre. Michel le décrit comme, je cite, nigromanticus, alchimista, hereticus et varis celeribus involutus. Cependant, le pape Jean XXII l'a tenu en grande estime, lui offrant même des cadeaux et lui accordant 2 privilèges exceptionnels. Il lui a permis d'entrer dans l'ordre dominicain et il lui a donné l'occasion de présenter son ouvrage, pourtant truffé d'hérésie, devant l'Assemblée des cardinaux. Sauf erreur de ma part, aucune information supplémentaire n'existe pour l'instant sur cet ouvrage, Libellum, mentionné par Michel de Cézanne. D'après les documents étudiés par Patrick Nold, Thomas de Brownceston est le seul apostat franciscain ayant reçu, entre 1300 et 1350, l'autorisation d'entrer chez les dominicains. Par comparaison, durant la même période, 40 anciens franciscains sont autorisés de migrer, pour ainsi dire, chez les bénédictins et 10 chez les cisterciens. La lettre du pape Jean XXII au sujet du transfert de Thomas chez les dominicains est datée juillet 1328 et elle est adressée au prieur des dominicains de Carcassonne. Or, Alvar, qui, nous l'avons vu, en 1329 est pénitencier papal à Avignon, décrit un certain Thomas Scott comme un double apostate, et des franciscains et des dominicains. Étant donné que Thomas Brownceston donc, est le seul qui semble avoir reçu l'autorisation d'entrer chez les dominicains, est-ce qu'il s'agit du Thomas Scott dont parle Alvar? Patrick Nold, Sylvain Piron et José Rodríguez Guerrero sont convaincus par cette hypothèse. Ils considèrent que le surnom Scotus se réfère d'une manière générale aux îles britanniques et non pas d'une manière spécifique à l'Écosse. Une interprétation qui d'ailleurs est évoquée, comme l'a rappelé aussi Thomas, dans des articles plus anciens sur Thomas Scott. En ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé un contre-argument solide pour mettre en doute cette hypothèse de l'identité des 2 auteurs. Mais je sais que José et Thomas ne partagent pas le même enthousiasme pour la même interprétation. Il me semble que nos connaissances sur cette question peuvent avancer seulement ou réellement si l'on étudie le manuscrit conservé à Londres, provenant du couvent franciscain de Chester, contenant 6 sermons attribués à Thomas de Brownceston, prononcés durant un trimestre de l'Avent. Ce sont des sermons inédits et aucune étude n'aura été consacrée. Ces sermons sont importants, me semble-t-il, surtout en tenant compte du fait que Alvar signale dans l'erreur 20, déjà rappelée par José, que Thomas Scott a professé publiquement des hérésies dans l'église de tous les saints de Lisbonne. Est-ce qu'il s'agit d'un sermon qu'il aurait prononcé en tant que dominicain? On ne sait pas. Il serait intéressant de vérifier notamment si l'un des sujets des sermons conservés dans le manuscrit de Londres se trouve parmi où il y a une correspondance avec l'erreur décrite par Alvar. Un autre témoignage très important et méconnu vient de Blas Fernández de Toledo,
d'origine catalane, qui a occupé plusieurs fonctions dans la hiérarchie ecclésiastique avant d'être nommé archevêque de Tolède en 1353. Il s'est réfugié en Portugal en 1362 et devient évêque de Coimbra en 1364. Il meurt à Braga en 1372. Blas Fernandes a fait ses études à Toulouse et à Montpellier, et selon un manuscrit conservé dans les archives capitulaires de la cathédrale de Tolède 18F14, mentionné dans un article sur l'alchimie, la pratique de l'alchimie en milieu de la France par José Rodríguez Guerrero en 2013, Blas Fernandes voyage en 1319-1320 à Avignon et à Montpellier dans le but de récupérer la bibliothèque du cardinal espagnol Gonzalo García Gudiel. Durant ce voyage, Blas Fernandes dit avoir rencontré Magister Thomas Scotti, Viro Astronomia Studiosissimo, qui étudiait à loisir les 30 ouvrages d'astronomie qui faisaient partie de la bibliothèque de Gonzalo García Gudiel. Qui est ce Thomas Scott? Avant de tenter une réponse à cette question, précisons encore que dans le même manuscrit, Blas Fernandes dit que Thomas Scott est l'auteur de Questiones Naturales, d'un traité appelé De Proprietatibus Elementorum et d'une Quaestio Disputata de Natura Solis et Lunae. Sur les 3 ouvrages, seulement le 3e, le dernier, est connu dans l'état actuel de nos recherches. Il est conservé dans 15 manuscrits et imprimé à plusieurs reprises dans des éditions du XVIe et XVIIe siècle. Dans quelques manuscrits ayant servi de modèle aux éditions imprimées, le traité est attribué à Michel Scott. Pourquoi Michel Scott? Parce que dans 5 manuscrits les plus anciens, le texte est attribué à Scotus sans aucune précision. Donc, par exemple, Disputatio Scotti super arte alchimiae, Disputatio Scotti de opere lapidis philosophiae. Pour les médiévaux, évidemment, le Scott était Michel Scott, l'astronome, l'alchimiste, etc. Cependant, les références explicites au De Mineralibus d'Abel le Grand, écrit 20 ans après la mort de Michel Scott, ainsi que des références explicites au pseudo-Geber, alchimiste de la fin du XIIIe siècle, situent la composition de l'ouvrage au début du XIVe siècle. Benjamin Fauré, qui a préparé une édition de ce texte et qui ne semble connaître ni la figure de Thomas l'Apostate, ni le témoignage de Blas Fernandes, le situe de manière indépendante au début du XIVe siècle. Ce qui confirme d'une manière donc assez intéressante que le texte appartient à un certain Thomas Scotus du début du XIVe. Or, la Quaestio Disputata de Natura Solis et Lunae est relativement courte. Elle est imprimée en 1622 dans le Theatrum Chemicum, volume 5, les pages 795-805. Il ne s'agit pas d'un traité d'astronomie, mais d'alchimie, parce que le soleil et la lune qui apparaissent dans les titres signifient l'or, respectivement l'argent. Alors, je réponds à la question laissée en suspens tout à l'heure. Qui est ce Thomas Scott alchimiste? Selon Michel de Cézanne, nous avons vu Thomas de Braunston, présent donc à Avignon, la même région, la même période, était un nigromanticus, alchimista, hereticus et varis celeribus involutus. Alvar fait état, dans l'erreur 23, d'une certaine admiration manifestée par Thomas à l'égard de la magie et des puissances naturelles des choses. Alvar décrit Thomas en reprenant quasiment le mot de Michel de Cézanne. Iste Scotus, sit magus et nigromanticus, et falsas curationes confixerit. Magie et alchimie, on le sait, sont souvent considérées ensemble. Le même Alvar précise que Thomas Scott aurait nié la résurrection à la fin des temps. Or, dans la Quaestio Disputata de Natura Solis et Lunae, il existe un passage où l'on explique la manière dont la pierre philosophale acquiert toutes les vertus à la fois des 4 éléments et des planètes. Elle peut rendre un corps immortel,
en obscurcissant ainsi la nécessité ou le mystère de la résurrection. Videtur ibi resurrectionis mysterium vel mysterium occultari. Mais Scott s'empresse d'ajouter que c'est une expression métaphorique, dicta métaphorica, même si les effets de cette pierre philosophale sont effectivement extraordinaires. On peut, je crois, accepter sans hésitation que ce genre d'affirmation aurait pu attirer l'indignation de Michel de Cézanne et même d'Alvar. Qu'en est-il des questiones naturales et du traité De proprietatibus elementorum mentionné également par Blas Fernandez? L'identification des deux textes n'est pas facile parce que plusieurs traités portent dans les manuscrits le même titre. Les questiones naturales peuvent constituer le fruit d'un enseignement qui semble être attesté. En effet, en 1333, un certain Thomas Anglicus est nommé lecteur en philosophie naturelle au couvent dominicain de Rieux, près de Toulouse. Selon Sylvain Piron-Patignol et José Rodriguez, ce Thomas Anglicus serait Thomas de Braunceston, le même dominicain déjà depuis 1328 dans la même région. Et le professeur Fioravanti vient de me signaler qu'il y a des commentaires, des questions sur la physique dans un manuscrit de Leipzig attribués au même Thomas Scott. Est-ce que ce sont les mêmes ou non? C'est une question. Thomas Scott, Thomas Longley, Thomas de Braunceston, 3 noms pour la même personne. José et Thomas sauront mieux répondre à cette question. Merci.